Monsieur le secrétaire, puis-je vous poser une question à propos de demain? Ça a été un peu confus. À quelle heure commencent les discussions? Allez-vous rencontrer les responsables russes demain à Istanbul? Quel sera le format des discussions? S'agira-t-il d'une rencontre bilatérale entre Russes et Ukrainiens ou les Américains seront-ils aussi présents? Secrétaire Pompeo, eh bien tout d'abord, je rencontrerai demain le ministre des Affaires étrangères, Fidan, et une délégation ukrainienne, une délégation de haut niveau d'Ukraine qui sera en ville. Je vais donc les rencontrer. Un membre de notre équipe participera aux discussions avec la Russie. Ils ont envoyé ici un groupe de niveau inférieur. J'espère que ces discussions auront lieu entre l'Ukraine et la Russie avec nos homologues turcs dans la salle, ainsi que quelqu'un de notre équipe ou des membres de notre équipe au niveau approprié. Mais je veux être franc. Je ne pense pas que nous ayons de grandes attentes quant à ce qui va se passer demain. Et franchement, à ce stade, je pense qu'il est parfaitement clair que la seule façon d'obtenir une avancée ici, c'est entre le président Trump et le président Poutine. Il faudra un engagement à ce niveau pour qu'il y ait une percée dans ce dossier. Je ne pense pas que quoi que ce soit de productif va réellement se passer à partir de maintenant. Jusqu'à ce qu'ils aient une conversation très franche et directe, ce que je sais que le président Trump est prêt à faire. Pensez-vous que ce moment est plus proche? Eh bien, le président est impatient de mettre fin à cette guerre. Il est aussi impatient qu'il l'a toujours été. Il a clairement dit que quelque chose devait se passer bientôt. Trop de gens meurent, il y a trop de destruction. Et je pense qu'il est prêt à avoir cet échange et à déterminer une bonne fois pour toutes s'il y a une voie à suivre et quelle est cette voie. Et selon moi, je ne pense pas que nous aurons une avancée ici tant que le président et le président Poutine n'auront pas interagi directement sur ce sujet. Mais pensez-vous qu'il y ait, en quelque sorte, une date limite pour le président ? Parce que, je veux dire, cela fait maintenant 2 semaines et demie depuis que vous avez dit qu'il n'y avait pas de progrès concret, et vous aviez dit à ce moment-là que vous vous retireriez en tant que médiateur. Eh bien, nous n'avons plus couru après cela à travers le monde. Je veux dire, c'est déjà arrivé. Nous sommes venus parce qu'on nous avait dit que j'allais de toute façon être ici, évidemment, mais nous sommes venus parce qu'on nous avait dit qu'il pourrait y avoir un engagement direct entre les Russes et les Ukrainiens. C'était le plan initialement. Vous avez tous entendu la même chose. Cela ne s'est pas produit, ou si c'est le cas, ce n'est pas au niveau que nous espérions. J'espère me tromper. J'espère qu'ils auront une avancée majeure demain. Mais franchement, je ne crois pas que nous allons avoir une percée ici, jusqu'à ce que le président Trump soit assis en face à face avec le président Poutine et détermine quelles sont ses intentions pour la suite. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que le président, écoutez, il est prêt à rester avec nous aussi longtemps qu'il le faudra pour parvenir à la paix. Ce que nous ne pouvons pas faire, cependant, c'est continuer à parcourir le monde entier et à participer à des réunions qui ne seront pas productives. Encore une fois, j'étais censé être ici, de toute façon, à cause de l'OTAN sommet, donc ça s'est simplement trouvé comme ça. Mais la seule façon d'obtenir une percée ici, c'est avec Poutine. Le président Trump, assis en face à face avec le président Poutine et déterminant une bonne fois pour toutes s'il existe une voie vers la paix et, si oui, laquelle. Alors disons simplement que je n'y parviens pas. Mais si c'est le cas, il n'y aura aucune percée ou quoi que ce soit. Y a-t-il des progrès que vous pouvez accomplir demain? Eh bien, Nous l'espérons. Encore une fois, le niveau de l'équipe envoyée par la partie russe n'est certainement pas celui qui mènera à une avancée majeure. J'espère me tromper à 100%. J'espère que demain, les nouvelles annonceront qu'ils sont tombés d'accord sur un cessez-le-feu. Ils sont tombés d'accord pour entamer des négociations sérieuses, mais je vous donne simplement mon évaluation. Honnêtement, je ne pense pas que cela aboutira à cela, simplement à cause de la structure et de la façon dont tout cela s'est déroulé. Je pense que la prochaine étape nécessaire ici pour qu'il y ait une percée, s'il doit y en avoir une, impliquera l'implication directe du président Trump. Et je crois que le président partage mon analyse. Monsieur le secrétaire, c'est le président Trump qui a incité le président Zelensky à accepter cette rencontre avec le président Poutine. Quelle est votre définition de ce qui s'est passé depuis lors? Et comment en est-on arrivé à passer de Zelensky et Trump à la situation actuelle? Est-ce que cela signifie que Poutine attend réellement Trump? Eh bien, encore une fois, il ne s'agit pas d'attendre. C'est mon analyse que je pense partagée par le président, que le seul capable de débloquer la situation à ce stade, si cela est possible, c'est le président Trump. Il veut simplement mettre fin à la guerre. Il se moque de savoir à qui reviendra le mérite. Il ne se soucie pas de savoir qui a agi en premier. Il veut que la guerre se termine. Il l'a expliqué dans son discours il y a quelques nuits, où il a évoqué le fait qu'il espère vivre dans un monde où l'on construit, pas où l'on détruit. Et
Et donc, ce qu'il essaie de faire ici, c'est d'atteindre la paix. Au final, il faut tous se rappeler que c'est cela l'objectif ici. L'objectif ici n'est pas de revendiquer la victoire d'un camp sur l'autre ou de se réjouir de qui a surpassé qui. L'objectif ici est de mettre fin à un conflit où des gens ordinaires meurent chaque jour. Et plus il faudra de temps pour mettre fin à cette guerre, plus il y aura de morts. Cette guerre se terminera finalement par un règlement négocié. Elle ne se terminera pas par une solution militaire. Le problème, c'est que chaque jour qui passe, et plus cela dure, plus il y aura de morts et plus il y aura de destruction. Et c'est ce qui le motive. Il est entièrement, à 100%, motivé par la volonté d'apporter la paix. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Et donc, c'est mon point de vue, que je pense que le président a également exprimé publiquement. C'est aussi son point de vue, je devrais dire, que je partage, à savoir que la seule façon d'obtenir une percée à ce stade, après ce qui s'est passé ici, c'est que le président s'implique directement, probablement de manière personnelle, et détermine une bonne fois pour toutes ce que le camp russe veut et si la paix est possible. Monsieur le secrétaire, il a été annoncé aujourd'hui que vous vous rendez à Rome pour la messe inaugurale du pape. Le pape Léo, à différentes étapes de sa vie, s'est exprimé avec passion sur le sort des migrants. Comment conciliez-vous ce que le Vatican a dit sur la compassion envers les migrants et les politiques de l'administration Trump? Eh bien, tout d'abord, le pape n'est pas une figure politique. Je sais qu'il est traité comme tel dans les médias, mais ce n'est pas le cas. Ils sont le chef terrestre de l'Église catholique romaine. Et l'Église a une forte doctrine sociale, des enseignements, et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Nous aussi, nous faisons preuve de compassion envers les migrants. Je dirais qu'il n'y a rien de compatissant dans la migration de masse. Il n'y a rien de compatissant dans l'ouverture des frontières qui permet le trafic de personnes ici. Il n'y a rien de compatissant ni envers le peuple américain à propos d'inonder notre pays d'individus qui sont des criminels et s'en prennent à nos communautés. Il n'y a rien de compatissant dans tout cela. Mais je voudrais mettre en garde chacun d'entre vous et tout le monde. Je comprends qu'il y ait cette tentation de traiter la papauté comme une fonction politique. Ce n'est pas une fonction politique, c'est une fonction spirituelle. Et c'en est une qui a des enseignements sociaux qui sont alignés avec la foi et avec l'Évangile. Mais je ne crois pas que cela soit incompatible avec une politique nationale qui cherche à empêcher la migration de masse, ce qui n'est pas compatissant envers les personnes qui sont victimes de trafic pour entrer dans notre pays, et ce n'est pas non plus compatissant envers les personnes du pays qui en souffrent gravement. Quand 1 million de personnes viennent ici illégalement, 6 000 d'entre elles sont des criminels dangereux, cela fait beaucoup de victimes, et ce n'est pas juste non plus, et ce n'est pas compatissant. Donc, d'ailleurs, je veux dire, et ce n'est pas pour être sarcastique, mais le Vatican a des règles sur qui peut entrer et qui peut rester. Donc chaque endroit a cela. C'est simplement ce que l'on fait pour protéger sa souveraineté. Nous sommes la nation la plus compatissante au monde. Chaque année, 1 million de personnes migrent légalement et de façon permanente aux États-Unis, obtiennent la résidence permanente. Aucune autre nation n'est aussi compatissante que nous. Nous faisons cela depuis longtemps, mais cela ne peut pas être 5 millions de personnes par an qui viennent, vous savez, dont 4 millions illégalement. Ce n'est pas possible, ce n'est tout simplement pas viable et il n'y a rien de compatissant là-dedans pour les Américains. Monsieur le secrétaire, je me demandais simplement que fait l'administration en ce moment pour rapprocher le président Trump et le président Poutine? Je veux dire, est-ce que des messages sont envoyés et à quel moment pensez-vous qu'une telle rencontre pourrait avoir lieu? Eh bien, je ne connais pas le calendrier à ce sujet. Le président devra en décider. Et je veux dire, c'est simplement une évaluation que le président a partagée aujourd'hui, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Maintenant, il faut déterminer comment mettre cela en œuvre. Nous allons attendre qu'il termine son voyage car le président est encore à l'étranger. Nous verrons ce qui se passe demain. Ensuite, ces décisions seront prises sur le calendrier et le lieu où ces rencontres pourraient avoir lieu. Il vient d'une autre Syrie. Quelle serait, selon vous, votre réponse à ceux qui critiquent exactement votre position sur cette politique précise? Que le fait de ne pas discuter de l'Ukraine constitue un changement par rapport à votre position de longue date. Ce ne sont pas des critiques des États-Unis, mais de la paix. Nous voulons que la guerre se termine. Nous ne voulons pas, nous voulons que la guerre se termine. Nous voulons sauver des vies. Nous voulons arrêter les tueries, les mutilations et la destruction. C'est notre objectif. Je continue d'être perplexe face au fait que quelqu'un puisse être critique envers les efforts visant à instaurer la paix, ce que nous essayons justement de faire ici. Et le président a le sentiment qu'il a une opportunité unique, potentiellement d'être un catalyseur pour cela. Il va tenter de le faire. Donc au final, vous savez, cela, je pense que ce qu'il faudrait célébrer, c'est que nous avons un président américain, le dirigeant de la nation la plus puissante de la Terre, qui cherche à être un artisan de la paix et non un fauteur de guerre.
Et c'est quelque chose que je trouve louable, pas quelque chose qui devrait faire l'objet de critiques. Donc notre objectif ici est d'atteindre la paix, que cela commence par un cessez-le-feu de 30 jours, d'un jour ou par un accord final, que tout soit négocié en un jour. Pour nous, le processus importe moins que le résultat. Et le résultat doit être non seulement une paix, mais une paix durable, une paix solide. C'est notre objectif. C'est ce que nous allons continuer à essayer d'atteindre par tous les moyens possibles. Toujours sur ce même thème de la paix et de Gaza, et je sais que le président a eu la même position aujourd'hui et hier sur le terrain. Je veux dire, plus de 100 Palestiniens tués aujourd'hui, 80 hier, 2 attaques contre des hôpitaux. Nous avons eu Tom Fletcher, le chef humanitaire de l'ONU, qui a exhorté le Conseil de sécurité à empêcher, selon ses propres mots, un génocide. Pendant ce temps, les familles de nombreux otages accusent le gouvernement Netanyahou de vouloir prolonger la guerre pour des raisons politiques. Quel est votre engagement avec le gouvernement israélien en ce moment? Soutenez-vous totalement la nature de l'action militaire? Et quelle est votre propre position? Votre position est-elle la même que celle avec Eden Alexander? Avez-vous des discussions directes avec le Hamas pour obtenir le reste? Eh bien, permettez-moi de dire que j'ai parlé aujourd'hui au Premier ministre d'Israël. Je sais que le président a été en contact avec lui plus tôt cette semaine. Le président en a parlé dans un discours l'autre jour en disant que le peuple de Gaza mérite un avenir meilleur que celui qu'il a connu sous le Hamas. Nous pensons que l'élimination du Hamas est ce qui permettra d'atteindre la paix. Nous sommes préoccupés par la situation humanitaire là-bas. Les Israéliens, avec le soutien et l'appui des Américains, ont proposé un plan pour acheminer l'aide sans qu'elle soit détournée ou volée par le Hamas. J'ai entendu des critiques à propos de ce plan. Nous sommes ouverts à une alternative si quelqu'un en a une meilleure, mais nous sommes pour toute l'aide que nous pouvons obtenir, sans que le Hamas puisse la voler aux gens. Mais je pense que nous aimerions tous voir une fin durable à ce conflit, qui d'ailleurs prendrait fin immédiatement si le Hamas se rendait. C'est un groupe terroriste. C'est un groupe qui a kidnappé, violé, assassiné des innocents qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Et tant qu'ils existeront et seront présents, il n'y aura pas de paix. Ce n'est pas un groupe pacifique. C'est un groupe qui, délibérément, le 7 octobre, a commis des crimes horribles, ce qui a déclenché ce conflit. Cela dit, nous ne sommes pas insensibles ni indifférents à la souffrance du peuple de Gaza, et je sais qu'il existe des opportunités ici pour leur fournir de l'aide. Il y a un plan qui a été proposé, qui a été critiqué par certains, mais il permet aux gens de recevoir de l'aide sans que le Hamas ne la vole. Et nous continuerons à œuvrer dans ce sens de manière que nous jugeons constructive et productive. Et qu'en est-il des négociations? Êtes-vous en contact direct avec le Hamas? Et continueriez-vous à le faire si c'était un moyen d'inciter le reste du monde à le faire? Eh bien, je pense que quiconque vous dit cela, il y a évidemment des messages qui sont transmis par des intermédiaires, dans le cas du Hamas. Il y a clairement un groupe Hamas à l'extérieur et il y a aussi un groupe Hamas à l'intérieur. C'est une organisation terroriste. C'est un groupe meurtrier qui continue encore de détenir des otages innocents, ainsi que les corps et les dépouilles de personnes décédées, des otages aussi. Ils devraient tous être libérés immédiatement. C'est notre position depuis le tout début. Ils n'auraient jamais dû être enlevés pour commencer. Donc, encore une fois, vous savez, nous continuons, cela reste notre position. Et il y a un rôle que nous pouvons jouer pour permettre la libération de ces otages et le retour de ces dépouilles à leurs familles. Et si nous avons l'opportunité de jouer un rôle, nous le ferons. Je ne commenterai pas davantage sur les modalités, car je ne veux pas les mettre en danger, mais il suffit de dire que nous savons que d'autres sont impliqués. Les Qataris ont été impliqués, les Égyptiens ont été impliqués, les Turcs ont été impliqués. De nombreux pays ont participé à la transmission de messages et à l'obtention de résultats. Et nous sommes très heureux de voir Eden Alexander de retour chez lui, avec sa famille. C'était très réconfortant, mais nous reconnaissons qu'il en reste encore beaucoup d'autres laissés pour compte. Nous voulons les voir tous libérés. Monsieur le secrétaire, concernant la Syrie, vous avez vu la délégation aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner vos impressions? Et aussi, avez-vous obtenu des garanties concernant certaines des demandes que vous avez formulées, notamment celle de demander à tous les combattants étrangers de quitter le pays? Secrétaire Pope. Oui, écoutez, je pense qu'il est évident qu'il s'agit d'une nouvelle relation. Nous nous connaissons maintenant et nous les connaissons depuis 24 heures, donc nous pensons qu'une Syrie pacifique et stable représenterait l'une des améliorations les plus spectaculaires dans la région depuis très longtemps. Et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à cela. Nous avons maintenant des autorités gouvernantes là-bas qui ont exprimé, pas ouvertement et à plusieurs reprises, qu'il s'agit d'un mouvement nationaliste, conçu pour construire leur pays dans une société pluraliste où tous les différents éléments de la société syrienne peuvent vivre ensemble. Ils ont exprimé leur volonté de vivre en paix avec tous leurs voisins, y compris Israël.
Ils ont manifesté leur intention de chasser les combattants étrangers, les terroristes et tous ceux qui pourraient déstabiliser le pays et qui sont des ennemis de cette autorité transitoire. Et ils ont demandé notre aide, donc nous allons essayer de les aider maintenant. Évidemment, nous voulons voir des progrès réalisés et nous accompagnerons chaque étape qu'ils franchiront. Et ce sera un long chemin, car cela fait longtemps que la situation dure. Nous en sommes conscients, mais il s'agit d'une opportunité historique et si elle aboutit, elle aura un effet spectaculaire et transformateur sur la région. Je dirais que la Syrie est un endroit où des personnes de différentes confessions et origines vivent côte à côte depuis très longtemps. Ce n'est que ces 10 dernières années, sous le règne brutal d'Assad, lorsqu'il a gazé et assassiné son propre peuple, qu'il a semé le chaos. Cela a permis à des combattants étrangers d'affluer dans le pays et de l'utiliser comme terrain de jeu pour mener des attaques extérieures où l'Iran a vu une opportunité d'intervenir et de soutenir ces groupes, transformant la Syrie en une autoroute du terrorisme pour renforcer le Hezbollah. Ce n'est que ces 10 dernières années que l'on a vu entre 6 et 8 millions de personnes chassées de ce pays. Nous voulons donc être utiles. Le président a dit que s'ils veulent avancer dans cette direction, nous ferons tout ce que nous pouvons en travaillant avec nos partenaires dans la région pour les aider. Et j'espère que cela réussira, car si c'est le cas, il y a 2 voies possibles ici. L'une mènera au succès et nous assisterons à une transformation majeure dans la région, ou bien vous aurez une guerre civile brutale qui déstabilisera la région. Nous préférerions la première option, pas la seconde, et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à concrétiser cela. En fin de compte, ce sera aux dirigeants sur le terrain de faire en sorte que cela se produise et ils font face à des défis importants, cela ne fait aucun doute. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des partenaires régionaux comme la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis qui sont prêts à contribuer. Et franchement, la levée des sanctions, ses premiers effets se feront sentir non pas parce que des dollars américains vont affluer, mais parce que nos partenaires régionaux pourront désormais injecter des dollars. Cela leur permettra non seulement de mettre en place un gouvernement capable de fournir des services de base, mais aussi de leur permettre d'entreprendre le travail de reconstruction. L'une des choses qu'ils ont exprimées aujourd'hui et pour laquelle ils demandent notre aide, c'est d'identifier les armes de destruction massive, les armes chimiques, etc. Identifier ces sites et les retirer du pays. Comme ils l'ont exprimé aujourd'hui, ils sont victimes de l'utilisation d'armes chimiques. Ils ne veulent pas que ces armes chimiques soient stockées n'importe où dans leur pays, mais on ne se contente pas d'aller saisir un tas d'armes chimiques et de les mettre dans un camion. Cela nécessite une expertise technique à la fois pour localiser ces armes et pour les retirer en toute sécurité. Et ils nous ont demandé de l'aide à ce sujet et nous sommes prêts à la leur fournir. Concernant la levée des sanctions, évidemment, c'est un processus assez complexe. Avez-vous un calendrier pour estimer combien de temps cela pourrait prendre? De plus, combien de temps à l'avance le département d'État et le Trésor ont-ils été prévenus pour commencer à préparer cette transition? Eh bien, une voie sur laquelle nous étions engagés. Nous avons donc déjà effectué le travail de préparation nécessaire. Nous avons délivré un visa à leur ministre des Finances pour qu'il se rende à Washington, D.C. Il y a 2 semaines. Leur ministre des Affaires étrangères, nous lui avons fourni un visa il y a 1 semaine pour se rendre à New York et rencontrer notre représentant de l'ONU, notre représentant. J'étais censé venir ici et rencontrer aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères. J'étais avec le président lorsqu'il a pris la décision de faire cela et de l'inclure dans son discours. Nous avons donc effectué un travail préparatoire à cet égard. L'essentiel de ces sanctions est prévu par la loi en vertu du Kesar Act. Des membres du Congrès des 2 partis nous ont demandé d'utiliser les pouvoirs de dérogation prévus par cette loi. Et c'est ce que le président a l'intention de faire. Ces dérogations doivent être renouvelées tous les 180 jours. En fin de compte, si nous faisons suffisamment de progrès, nous aimerions voir cette loi abrogée. Parce qu'il sera difficile de trouver des personnes prêtes à investir dans un pays, lorsque à tout moment, dans 6 mois, les sanctions pourraient être rétablies. Nous n'en sommes pas encore là. C'est prématuré, je pense. Nous voulons commencer par la dérogation initiale qui permettra aux partenaires étrangers souhaitant apporter une aide de commencer à le faire sans risquer de sanctions. Je pense qu'au fur et à mesure que nous progresserons, nous serons, espérons-le, bientôt ou un jour en mesure d'aller devant le Congrès et de leur demander de lever définitivement les sanctions. Monsieur le secrétaire, vos remarques sur la migration de masse sont évidemment justes. Ce n'est pas une preuve de compassion. Le parcours que les migrants doivent endurer est manifestement dévastateur. Je pense que la préoccupation des gens concernant la compassion vient du fait qu'ils pensent à la méga-prison au Salvador, où les gens sont torturés et... une surcompensation des prisonniers. Et ils disent que ce sont certes des politiques dissuasives, mais qu'elles ne sont pas empreintes de compassion. Je me demande comment vous répondriez à cela. Non, ces prisons, tout cela n'est que de la propagande anti-Bukele.
Ce n'est tout simplement pas vrai. Regardez d'autres. Ils ont tort, ils détestent Bukele, donc ils inventent ça et peuvent le faire s'ils veulent, mais ce n'est pas vrai. Les personnes expulsées étaient des criminels dangereux, pas des migrants. C'était des criminels. Il y a aussi des migrants ou d'autres qui viennent ici et enfreignent la loi en violant nos lois sur l'immigration. Ces personnes sont expulsées vers leur pays d'origine. Mais là, il s'agit de criminels dangereux que le Venezuela n'accepterait pas. C'étaient des membres entraînés du gang Aragua et des membres du MS-13 qui sont salvadoriens, qui ont été expulsés vers leur pays, et ce sont des criminels, et leur appartenance à un gang est un crime au Salvador. Et c'est pour ça on ne pouvait même pas vivre au Salvador. On ne pouvait pas marcher dans les rues du Salvador. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus sûrs de la région. C'est pour cela que le président Bukele a, vous savez, plus de 90% d'opinions favorables. Donc, mais pour revenir à votre point, il y a une différence entre un migrant et un migrant criminel. Et ceci, si quelqu'un est dans ce pays illégalement, notre loi dit qu'il faut l'expulser vers son pays d'origine. Et la plupart des pays acceptent leurs migrants, certains non. Mais si vous êtes un migrant criminel, alors vous allez être expulsé, idéalement vers votre pays d'origine. Mais dans le cas des gangsters vénézuéliens, le régime vénézuélien ne voulait pas les reprendre. Nous avons donc dû trouver un endroit où les envoyer. Ce qu'ils ne vont pas faire, c'est rester dans notre système carcéral, parce que vous savez où les gangs de prison se développent et se propagent à l'intérieur des prisons. C'est ainsi que le MS-13 est apparu, issu du système carcéral de Californie. Puis il a migré vers le Salvador, et bien sûr, il a eu une présence aux États-Unis. Donc je pense qu'au final, je ferai très attention à cela, parce que la migration illégale est une chose. La migration illégale d'acteurs criminels qui viennent dans ce pays et commettent des crimes horribles est une toute autre catégorie. Combien de temps devraient-ils rester en prison? De qui parlez-vous? Personnes expulsées vers le Salvador. Ils doivent retourner au Salvador car ce sont des gangsters. Être membre d'un gang est un crime là-bas. S'ils pouvaient être envoyés au Venezuela, le Venezuela les accepterait. Le président Bukele a proposé de les envoyer au Venezuela. Et puis il y a des membres du gang MS-13 qui sont salvadoriens. Et ceux-là aussi sont dans cette prison. Nous en avons expulsé certains. Et évidemment, ce sont des citoyens salvadoriens. Ce ne sont pas des citoyens américains. Ce sont des citoyens salvadoriens présents illégalement aux États-Unis, qui sont membres de gangs. Et ils relèvent de la juridiction de la législation de leur pays. Donc nous n'allons pas donner notre avis sur leurs lois. Pour les membres de gangs vénézuéliens, nous les aurions envoyés au Venezuela, mais le Venezuela n'a pas voulu les accepter. Ils ont été emprisonnés sans condamnation, sans aucune procédure, donc ils pourraient y rester indéfiniment. Ce sont des membres de gangs qui étaient dans le pays illégalement. Nous avons proposé de les renvoyer au Venezuela, mais les Vénézuéliens ont refusé de les accepter. Nous avons trouvé un autre endroit. Là où ils n'iront pas, c'est dans le système carcéral des États-Unis, à recruter des membres de gangs pour ensuite sortir et créer plus de criminalité dans notre pays. Monsieur le secrétaire, la Libye est-elle également un lieu alternatif que vous envisagez? Nous avons eu des discussions avec plusieurs pays, vous savez, mais je ne vais pas commenter lesquels pour l'instant. Rien n'a été finalisé. Monsieur le secrétaire, pour revenir à vos engagements avec l'OTAN, certains rapports suggèrent que vous vous êtes opposé à l'invitation du président Zelensky au prochain sommet de l'OTAN. Est-ce exact? Non. Je ne sais pas d'où cela vient. Vous avez suggéré de rétablir le Conseil OTAN-Russie dans le cadre des discussions sur l'Ukraine. Cela non plus n'a pas été discuté aujourd'hui. Je veux dire, cela pourrait arriver, mais je n'en ai pas parlé. Sur le premier point, plusieurs de nos collègues ont soulevé aujourd'hui la question de l'invitation de Zelensky. J'ai dit que nous ne nous y opposions pas. Évidemment, nous invitons les pays de l'Indo-Pacifique à l'OTAN. Nous avons invité aujourd'hui le ministre syrien des Affaires étrangères à venir ici et à me rencontrer. De nombreux dirigeants qui ne sont pas membres de l'OTAN sont invités aux conférences de l'OTAN. Ils ne participent même pas à la réunion des dirigeants, mais ils sont invités à la conférence. C'est la même chose pour nos partenaires indo-pacifiques. Mais je ne sais pas d'où vous tenez ces informations. Pouvez-vous parler du pape américain? À quel point cette visite est importante? Et quel est votre ressenti sur Tolède jusqu'à présent en tant que catholique pratiquant? Vous pouvez nous le dire, si vous voulez. Nous avons 12 ans d'éducation catholique. Oui, je n'écoute pas. Les gars, je veux dire, peut-être que j'analyse ça différemment. Je vais vous dire, je suis catholique romain. Je crois que le pape est le successeur de Pierre, désigné par la succession apostolique et l'interdiction et l'intervention du Saint-Esprit à travers les cardinaux. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que la seule institution qui existait il y a 2000 ans et qui existe encore aujourd'hui, c'est l'Église catholique, l'Église universitaire, et j'ai foi en ce système. Nous avons eu de très bons papes, nous avons eu de mauvais papes, mais nous avons toujours une Église, et je pense que cela témoigne de la force de l'Église et de sa validité.
Et en tant que catholique romain, je crois que c'est parce que le pape, l'évêque de Rome, est l'héritier du pouvoir. Ce pouvoir a été laissé à Pierre par Jésus lui-même et a été transmis de génération en génération. Aucune autre institution humaine n'aurait pu survivre au haut et au bas auquel l'Église a été confrontée. Ce qui l'a maintenu, c'est qu'il est le roc, et sur ce roc, il a bâti l'Église. C'est ce en quoi je crois profondément, et c'est ainsi que j'analyse la situation. Je ne le considère simplement pas comme un dirigeant politique. Il peut avoir des opinions politiques, et l'Église a des enseignements sociaux qui ont inspiré une grande partie de ce que je dis et fais en politique, surtout ces dernières années. J'ai prononcé un discours à l'Université catholique en 2018 qui s'appuyait sur une encyclique du pape Léon. Donc, mais encore une fois, je ne considère pas la papauté comme une fonction politique. Je la considère comme une fonction spirituelle. D'accord, merci. Merci beaucoup.